pas apporter grand-chose. C'est dommage. Parce que là, on va vous prouver le contraire. D'accord? Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vraiment, est-ce que la restauration collective peut apporter un aspect pédagogique à des jeunes qui, je sais pas, vont manger à la cantine déjà, et puis après s'intéresser à ce métier de la restauration et du service? Est-ce que tu penses que toi, de ton aspect sociologique, après on va le voir d'un point de vue beaucoup plus pratique avec notre autre professeur Jean-Pierre, s'il te plaît. Alors, donc, je suis Jean-Pierre Corbeau, je suis sociologue de l'alimentation, c'est vrai. Mon grand âge fait que j'ai été un des premiers en France, enfin, à égalité, enfin, disons, dans les deux premiers. Donc, ça fait donc, ça fait 40 ans que je travaille sur l'alimentation, à peu près, toutes formes confondues. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est à au moins 2 titres. D'abord, je suis le président de l'UHCA, qui est un des co-organisateurs de l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation. Par ailleurs, disons que sur la pédagogie, sur la restauration collective, je suis aussi président. On va dire que je n'ai pas du tout une volonté ni une mentalité d'apparatchik, mais je suis président d'un groupe de travail du Conseil national de l'alimentation, donc qui est assez œcuménique et qui regroupe à la fois toutes les unions de consommateurs, de producteurs, syndicats. Non, mais je dis quand même tout, c'est important. Oui. Sur les enjeux de la restauration scolaire, et on a auditionné, on a presque fini d'auditionner tous les acteurs qui proposent des conduites novatrices pour que on sorte, ce qui était la thématique de ce matin, qu'on sorte de la simple éducation nutritionnelle pour entrer dans l'éducation alimentaire, donc qui est quelque chose qui mobilise les identités, la civilité, l'histoire du produit, l'imaginaire, etc. Voilà. Qui finalement n'en ont pas beaucoup. Et je suis le premier à dire qu'il y a eu des abus et que, là encore, il ne faut pas non plus dire que tout est beau, il y a de la restauration collective publique ou privée qui relève plus de ce que là mon collègue gériatre appelait, on va dire pour la restauration des vieux, il disait le splash. Le splash, la louche, et puis voilà, c'est dégueulasse, etc. Bon, donc ça, sachant, heureusement, il y a beaucoup de personnes qui font des efforts, et je pense qu'ici on est tous dans cette logique-là, pour que ça change. Donc je pense que ça peut devenir, et c'est déjà en train de devenir pour certains, un superbe métier, puisque on est, mais encore faut-il qu'il soit rémunéré, et qu'on ait le senti. Le deuxième point qui va être essentiel pour le reste de ce qui sera dit, c'est que la restauration collective scolaire, qu'on peut appeler cantine, peut devenir un lieu extraordinaire de pédagogique, dans la mesure où l'éducation nationale voudra bien que l'espace de la cantine rentre comme un projet pédagogique et que ce soit quasi obligatoire dans beaucoup de cas. Donc à partir de là, on aura effectivement des choses qui seront mises en place. Mais que tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance du métier avec tous les potentiels que ça représente du rôle d'éducateur, mais en même temps qui est fun, qui est marrant, enfin on aura l'occasion de le défendre, c'est-à-dire que ça doit être... C'est pas parce que c'est éducatif que ça doit être chiant, que ça doit faire dormir les gens. C'est-à-dire que quelque part, il y a du ludique, il y a de l'information, on s'amuse, on communique. Donc ce qui veut dire aussi qu'il faut voir, il n'y a pas que la bouffe, il y a aussi l'endroit où on le partage et ce qui s'y passe, hein, et les fréquentations de table, etc. Il y a ça à avoir en place, donc la convivialité, les formats de convivialité, et bien sûr une volonté de l'éducation nationale qui, à l'heure actuelle, est beaucoup plus frileuse que le ministère de l'Agriculture sur la question de la restauration collective. Voilà. On a donc touché un point un peu sensible dès le départ, mais bon, merci de cette introduction. Alors là, vous voyez, vous êtes dans un espace-temps très loin de nous, d'accord? Là, vous allez faire le voyage avec nous. C'est-à-dire que vous allez y croire, vous allez voir que la cantine que vous avez connue, elle peut être autre chose. Alors, pas un monde merveilleux, il y a beaucoup de choses. Mais là, on va vous faire des présentations, on va vous dire que la restauration collective, il y a plein de choses possibles. Alors, Sébastien, tu peux les révéler, éventuellement, tu vas nous dire, toi, ce que tu fais. Vraiment, tu dis, tu vois, toi, ta conviction, tu nous diras si tu travailles avec le service de l'éducation nationale, avec les professeurs, peut-être.
Alors vas-y, je te laisse la parole. Je pense qu'il faut que ça soit une cité scolaire où la cuisine et les professeurs et les chefs d'établissement interviennent pour l'éducation au goût des enfants. Moi, j'essaie de mettre des choses en place. J'ai des amis qui ont une quarantaine d'années, qui ont 20 ans, qui ont 70 ans, mais ils se souviennent tous, quand ils étaient à la cantine, d'un moment où la langue de bœuf, elle n'était pas bonne, mais quand ils sont 60 ans, ils ont une mémoire du produit qui n'était pas bon, c'était la cantine. Mon but, c'est justement d'inverser les codes, et justement que ça soit du bon. Donc je travaille avec pas mal de locaux, et donc j'ai un pêcheur de Loire qui pêche de Chaumont jusqu'à Rochecorbon. Quand elle permet, il me fournit du poisson. Donc il y a des enfants qui ont mangé du silure ou du mulet. Donc il me le dit, et puis je présente le poisson aux enfants, je dis voilà, telle date, il y aura ce produit-là. Le produit, il y a l'histoire de l'homme, et donc il y a un passionné autant que moi de la pêche pour moi de la cuisine, donc j'essaie de raconter une histoire à l'enfant. Donc quand il passe, il me demande quel est le produit, je dis voilà, c'est du silure de Loire, et après on discute ensemble. Pendant le service, quand il y a le passage des enfants, en général, moi je ne suis pas en production derrière, normalement la production est terminée. Donc on fait déjà en seconde cuisine, on peut faire des choses au dernier moment. En général, on cuit vraiment au dernier moment, juste avant le passage, mais moi je discute beaucoup avec les enfants quand ils passent. Et je pense qu'un enfant qui est en 6e ou un gamin qui est en 3e, il ne mange pas de la même façon, il n'a pas le même regard sur la nourriture. Donc des fois, il faut faire attention de la portion, de manière qu'il n'y ait pas de gaspillage. Que l'enfant de 6e, s'il mange une petite portion, mais s'il la mange complètement, ça suffit largement plutôt que de mettre une grosse portion comme tout le monde. Donc après, il faut faire attention aussi aux produits qu'on donne. Il faut toujours raconter une histoire, comme avec un éleveur de veaux. J'ai un éleveur de veaux où il me vend du veau à 15 € le kilo, c'est très cher. Et pour pouvoir le donner, je fais des cuissons basse température. J'essaie sur mon budget, parce qu'on a un budget assez serré à l'année, de faire des économies sur certains repas, entre guillemets. C'est-à-dire un beignet, au lieu de mettre un beignet simplement dans l'assiette, je le coupe en deux. Je mets une petite crème montée, un peu style déco de dessert, ce qui fait qu'un dessert me fait deux. Ce qui fait que ça fait des économies. Dans le plateau, il y a toujours un plateau complet. Enfin, il y a plein de choses à faire sur l'accueil de l'enfant. Ce n'est pas forcément le plat, il faut aussi de la déco, il faut l'accueil du personnel. Et le beignet coupé en deux, il vaut le même prix que le beignet... Oh monsieur, je vous attendais à ce niveau-là. Ça fait 2 fois que vous faites des réflexions tout à fait désobligeantes. Le beignet... Mais pourquoi pas? Vous avez raison, vous avez raison. On va y venir. Alors peut-être que vous faites des économies et vous êtes vraiment radin, c'est quand même... Non, je fais des... Non. J'ai rien dit, j'ai juste demandé s'il avait le même prix que... Non, le prix est divisé par 2, mais si je mets une crème montée dessus, avec de la déco et des fruits frais, qui ne vaut pas du tout le même prix, ça augmente un petit peu le prix du beignet, mais ça ne fait pas le prix d'un beignet complet. Mais il y a le veau qui coûte plus cher. Monsieur ne suit pas. Le veau. C'est comme une pomme. Un enfant, quand il prend une pomme tout simplement au passage, la pomme, il va croquer 2 morceaux dedans, il va la foutre à la benne. Il ne va pas le manger. Si on coupe des quartiers de pommes, que ça soit plus ludique, plus facile à manger, on met 5 morceaux de pommes, le reste de la pomme va servir pour une autre portion, du coup il n'y aura pas de gaspillage et tout sera mangé. Mais en fait, Sébastien, juste une question, parce que mais tu t'éclates ou quoi? Exactement. Il s'éclate, c'est incroyable, hein, il s'éclate. Un chef qui s'éclate. Ça pose la question est judicieuse, parce que ça pose un vrai problème entre la contrainte du budget et la nature du produit. Moi, on a des exemples, mettons, de personnes qui transgressent la loi, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la diminution des obligations de grammage par rapport à s'il y a des nutritionnistes ou la dimension diététicienne dans la boîte. Par exemple, si on veut un avocat, je ne parle pas de... C'est la promotion de loi, c'est les hommes de loi. Donc si on veut un avocat qui soit mûr ou un fruit qui soit mûr, il coûte plus cher. Et que donc, à la limite, si on dit qu'il faut un avocat qui fasse 100 grammes, si on veut rester à budget constant, l'idée c'est que ça passe à 80 grammes. Donc il faut faire accepter, et ça c'est un vrai problème, il faut faire accepter par les tutelles surveillantes du point de vue diététique l'idée qu'on puisse modifier les grammages de façon à avoir des qualités gustatives. C'est particulièrement vrai au niveau de la viande. Il faut mieux manger moins de viande, vous avez raison tout à l'heure, hein. Beaucoup moins de viande, ce n'est pas la peine de donner des quantités de viande phénoménales. Il faut mieux une viande qui soit bonne, tendre, avec une tendreté extraordinaire, ou en tout cas qui soit très bonne, ce qui coûte plus cher bien sûr, et puis diminuer les grammages. Il y a moins de gaspillage puisque les gens mangent la viande. C'est dans toutes les formes de restauration collective. Si la viande est bonne, on la mange. Si elle est dégueulasse, on ne la mange pas. Si on ne peut pas la mastiquer, on ne la mange pas. Donc ça, c'est un vrai problème qui est posé, mais qui est sous-tendu par l'obligation
plus ou moins forte de respecter les gravages qui doivent être donnés, qui moi me paraît aberrant, mais je ne suis pas diététicien ni homme de loi de ce point de vue. En fait, Sébastien, les grammages, c'est une contrainte ou pas? Je suis obligé, par rapport au GEMRCN, d'avoir un grammage bien défini par rapport à la population. Le GEMRCN, alors le GEMRCN, c'est un mot assez technique. Tu veux, on ne veut pas le groupement, Eric? Au début des marchés en restauration collective nutrition, mais qu'importe, ce n'est pas le mot qui nous intéresse, ni même d'ailleurs les références à ce document. Ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement on puisse avoir un référentiel qui nous permette de produire dans tous les restaurants de France des grammages très identiques d'un secteur à un autre. Ce n'est pas un élément obligatoire, c'est juste un élément de référence pour éviter effectivement qu'on ait des abus dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein, trop ou trop peu. Et pour nous, ça nécessite effectivement qu'on utilise ces repères, tout simplement parce que dans les règles nutritionnelles en France et dans le plan d'obésité, le plan national nutrition santé, on est plutôt bien, hein, on a autour de 13% d'obésité en France, aux États-Unis c'est plus de 30%, vous voyez, donc on est pas mal, on a une valeur ajoutée qui est itinérant à notre modèle alimentaire français qu'on veut préserver. Pour ça, ça veut dire qu'on doit aussi respecter quelques règles de nutrition et en particulier de volume. Et au-delà du grammage et du volume, c'est aussi, et vous l'avez répété tout à l'heure, c'est aussi le gaspillage. C'est-à-dire que quand on a le retour de plateau des clients qui est autour de 100 grammes sur 150 grammes jetés par client, c'est aussi le mangeur qui met 100 grammes à la poubelle. Et nous, c'est vrai que du coup, travailler pour mettre 100 grammes à la poubelle tous les jours, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc là, il y a une pédagogie par rapport justement au gaspillage alimentaire. Sébastien, toi tu le fais, toi aussi? Tu parles pas que de cuisine alors. Je le fais parce que par exemple, je reviens toujours à un enfant de 6e, c'est encore vraiment un enfant. Quand il mange une cuisse de poulet par exemple, il y a le grammage, mais la cuisse de poulet, il ne va pas la manger. C'est pas parce qu'il n'aime pas le poulet, c'est parce qu'il faut la découper, il y a le regard de l'individu qui est en face, donc des fois il n'ose pas, donc il ne mange pas. Si je fais une aiguillette de canard ou de volaille, au lieu d'en mettre 3 pour un 3e et 2 pour un 6e, j'ai peut-être un peu moins que le grammage prévu, j'ai peut-être que 90 grammes de produit au lieu de 120, mais au moins il le mange, et il n'y a pas de perte. Donc après, il faut réfléchir sur la façon dont l'enfant se nourrit, enfin comment il pratique, parce que découper une cuisse de poulet, peut-être que chez lui il mange avec les mains, mais à la cantine il ne mange pas avec les mains, il mange avec un couteau et une fourchette. Et là, il y a le regard de l'individu de l'autre, et ça le gêne fortement. Donc il faut réfléchir, je réfléchis là-dessus, parce que je fais de moins en moins par exemple, des cuisses de poulet, je fais peut-être du blanc de volaille, des aiguillettes, des choses comme ça, et au moins c'est mangé. Eric, tu peux nous parler un tout petit peu de ton expérience en fait, c'est plutôt universitaire? Universitaire d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, les mairies, donc le maternel primaire, mais quel que soit, vous voyez, quelques photos là comme ça pour montrer qu'effectivement on ouvre les yeux aux enfants vers même une alimentation chinoise, si je puis dire. Vrai poisson, on a effectivement dit à notre cuisinier qui était dans une cuisine centrale qui n'avait jamais sorti de sa cuisine centrale, on lui a dit va montrer un vrai poisson, un congre. Je l'ai sur une photo sur le livre que vous avez à votre disposition. Le gars il se promène avec son poisson et son congre dans l'école maternelle primaire. C'est vrai que pour nous c'est super intéressant. Et là donc je rebondis quand même au-delà de mon expérience des maternelles primaires, je le fais avec les personnes adultes, hein, les personnes qui viennent manger à l'université d'Orsay, qui sont les premiers, les meilleurs chercheurs de France, puisque c'est la première université en France en termes de résultats. Donc on fait aussi de la pédagogie. Et donc, comme vous êtes des futurs peut-être professionnels, notre enjeu, il est bien sûr de faire de la production, un rapport qualité-prix, quel que soit le restaurant, c'est toujours l'objectif, c'est celui-là, un rapport qualité-prix acceptable, puisque vous êtes dans la restauration sociale de qualité, donc on est toujours sur cette même thématique. Mais au-delà de ça, on a plein d'enjeux à porter. On a parlé des maternelles primaires, on pourrait parler des lycéens et des collégiens qui représentent évidemment beaucoup plus que le premier degré. 460 millions dans le second degré, 310 dans le premier. Vous voyez, on est 31 millions pardon, dans le premier et 460 dans le deuxième. Donc on voit bien qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le deuxième. Mais on l'a dit aussi, à l'hôpital et les EHPAD, c'est des lieux effectivement très importants. Parce que les personnes âgées ont aussi besoin, je dirais, dans leurs esprits, de regoûter les produits d'antan. Donc il y a tout ce travail-là avec des personnes âgées qui est assez intéressant. Et puis c'est aussi la convivialité, c'est aussi le retour des générations diverses et particulières qui se mélangent autour d'un repas. Donc on a la convivialité qui est présente. C'est tous ces enjeux-là. Le repas ne sert que de vecteur finalement. Et donc à travers ce vecteur, on peut y apporter un certain nombre d'éléments qui sont de toute façon le lien humain.
Parce que sans repas et sans lien humain, le chef en a parlé, on est tous les deux d'école hôtelière de Tours, si on ne fait pas ce lien, c'est-à-dire ce lien affectif, autour du repas, on a perdu le repas. Hein. C'est-à-dire qu'on est comme dans un restaurant gastronomique, autour d'un repas avec de la convivialité. Nous, ce qu'on recherche à faire, c'est exactement la même chose. Et si en plus, autour de ce repas, on peut faire effectivement une histoire, une belle histoire, à travers des producteurs, à travers des éleveurs de notre territoire, qui sont évidemment les acteurs importants pour nous. Si j'ai pas de produit, j'ai pas de repas, on est bien d'accord. Hein. Et si en plus j'ai un produit qui n'est pas de qualité, je risque pas d'avoir dans mon assiette un produit de qualité. Donc tout ça, c'est notre enjeu en termes de cuisinier. On n'attend pas d'avoir un producteur qui vienne nous livrer. D'ailleurs, on va le chercher souvent. C'est ça qui est intéressant dans l'action du cuisinier. Même si on est en restauration collective, on prend les bottes et on va voir le producteur. En tout cas, nous, on le fait. Alors, certains ne le font pas, d'autres le font, on est d'accord. On a des bons et des mauvais cuisiniers, on a des bons et des mauvais chirurgiens, on a des bons et des mauvais boulangers. Tout ça, ça existe. Nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez un métier qui est extraordinaire, à condition que vous y apportez du sens. C'est votre histoire, c'est pas la nôtre d'ailleurs, hein. La nôtre elle est déjà tracée, mais on continue à l'avoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler en donnant du sens à notre activité professionnelle. Et ça c'est très enrichissant. Mais comme les restaurants gastronomiques, vous faites un menu pour le mois ou pour les 3 mois, c'est ça, c'est le même menu? Oui, alors nous, on a, pour respecter les règles alimentaires, on a un menu pour 20 jours. Et dans ce menu pour 20 jours, on essaye d'équilibrer ce menu sur 20 jours. Voilà, grosso modo, hein, pour faire très court. Tous les jours, on change de menu, évidemment. Hein, tous les jours, on ne fait pas le même menu. C'est aussi les contraintes de la restauration collective, c'est que tous les jours, on change de carte. Contrairement à, effectivement, un restaurant gastronomique qui peut avoir une carte sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Nous, on change tous les jours. Mais c'est beaucoup plus difficile que la restauration gastronomique. Hein. Il faut peser, il faut éviter le gaspillage alimentaire, il faut éduquer, il faut faire des menus tous les jours. Non, et c'est mieux la restauration gastronomique, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Ben ouais, c'est beaucoup plus simple. Oui, vous rigolez. Attendez, vous avez entendu ce qu'on dit? Tous les jours ça change. Il faut peser. Vous êtes cuisinier, monsieur, peut-être? Pardon? Vous êtes cuisinier? Oui, je suis. Ouais, j'étais, ouais, c'est vrai, il y a une autre époque. Ouais. J'ai fait même des livres de cuisine. Hein. Vous savez, j'ai travaillé avec des grands chefs. Mais bon. Ah oui, je les ai connus. Moi, mes recettes, mes équipes, beaucoup de possessifs. Mais finalement, la restauration collective m'a beaucoup plus intéressé. Et ça, je vais vous dire, je m'éclate beaucoup plus en restauration collective. C'est vrai que je choisis les personnes avec qui je vais parler. C'est vrai qu'il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui ne se bougent pas. Bon, d'accord. Mais en restauration collective, juste pour info, en restauration collective, on est en train de former les grands chefs actuellement parce que, en termes d'hygiène alimentaire, de maîtrise sanitaire, ils ont moins de connaissances que nous. Beaucoup moins d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, nos grands chefs viennent chez nous pour apprendre ce qu'est le plan HACCP et les maîtrises sanitaires. Au même titre qu'on pourrait parler de Pralus, par exemple, il y a quelques années, je vais être modeste, quelques années, on a travaillé avec eux pour faire du foie gras sous vide. C'est nous qui l'avons travaillé. Et maintenant, Trois Gros, très longtemps, hein, Trois Gros a repris ces thématiques-là pour les faire chez eux. Donc, sincèrement, les deux mondes sont complètement identiques. Voire le nôtre peut-être plus complexe, puisqu'on fait de la restauration collective, mais aussi on fait de la restauration gastronomique. On fait des prestations annexes, des buffets, des cocktails tous les jours. On a des VIP tous les jours. Moi, j'ai servi des ministres, des chefs d'État sur 12 repas tous les jours. Mais je me suis retrouvé aussi dans le désert, puisque j'étais militaire, en train de couper un chameau pour des légionnaires, pour 400 légionnaires. Oui, c'est toute cette histoire qui est enrichissante. Et ça fait partie de la restauration collective. Ça, c'était des circuits courts, c'était des produits très courts. Le chameau était... très court. Hein, et là, il y a une pédagogie, c'est comment tu coupes le chameau. Par contre, quand tu as fait un passage, l'école hôtelière, tu es passé en gastronomie J'ai fait l'école hôtelière à Baillet, à Tours. Après, je suis parti travailler en Suisse allemande, juste à côté de Berne. J'ai travaillé aussi dans le 4 étoiles luxe à l'île de Ré, à la flotte. de Richelieu. Et puis, quand je suis revenu en France, par contre, service militaire. Après le service militaire, je travaillais sur Tours. Et les contraintes horaires par rapport à la Suisse et le salaire, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était divisé par 2 le salaire, plus d'heures. J'ai dit, bah, je vais essayer d'aller voir la collectivité. Sincèrement, c'était pour avoir plus de vacances comme tout le monde. Et je me suis aperçu aussi que dans la collectivité, on pouvait donner du bon aux enfants et avoir un sens à notre travail. Parce qu'un enfant qui mange dans un collège, c'est lui qui va acheter plus tard de la nourriture, c'est lui qui aura le... Si on donne toujours des produits aseptisés, plus tard il mangera des produits aseptisés. Si on donne des bons produits au départ, il achètera fort, j'espère, des bons produits. Faire goûter des vrais épinards dans un collège, c'est rare.
Mais il ne faut pas le dénaturer, le produit. Tu parlais du veau tout à l'heure. Oui. Et en fait, tu fais de la comment tu as dit, cuisson basse température. Cuisson basse température. Donc, ouais, attends, ouais, c'est-à-dire qu'au lieu de cuire comme un rôti au four à fond de cale, je le marque juste dans une sauteuse, je le cuis 2h30 à 80 degrés. Tu as une vraie cuisine en fait. Bah, il faut, oui. Ça, c'est incroyable. Et après, dans la cuisine, dans le produit, après, il faut que ça soit joli au regard avant que ça soit bon. Donc, et tu présentes aux enfants à l'assiette ou pas? Tout est à l'assiette. Bah, les photos sont derrière. Là c'est des salambeaux que j'ai coupés en deux. Là, c'est des entremets, des éclairs, des produits simples, mais qu'on arrange avec de la déco. Là, c'est des yaourts ou un entremet. Bah, c'est tout simple. Après, tu fabriques les yaourts? Non. Les yaourts, là, par exemple, vous voyez, là, je donne du fromage d'un affineur, d'un MOF. Je fais des flambis moi-même, donc c'est-à-dire c'est du lait collé. Mais comme en Touraine, on a du lait de la maison Verneuil, autant faire très bien produit avec un local. Ça revient moins cher qu'acheter un flambi, pourtant un flambi ça coûte rien. Juste avant, il y avait des galettes des rois. Un jour, un industriel m'a dit voilà, j'ai des galettes des rois qui sont en promo, est-ce que tu les veux? Donc je dis ok, vas-y. J'ai fait cuire mes galettes. Le couvercle, enfin le chapeau, je l'ai enlevé. J'ai mis de la confiture. Les chapeaux, j'ai fait après des pâtes, la crème montée par une chantilly, ça fait un dessert pour rien. Donc toutes ces petites économies, comme là, un chou, ça vaut rien. Donc un bout de chocolat en déco, voilà. Donc on s'amuse, mais si on posait juste le chou comme ça dans l'assiette, l'enfant le mangerait, mais il n'y aurait pas le regard de l'enfant, c'est différent. Et tu leur présentes, alors ce que tu m'as dit tout à l'heure au repas, c'est là où je voulais te lancer un petit peu, tu prends des photos et tu leur présentes, c'est ça? Donc il faut vraiment communiquer avec les parents, parce que souvent les enfants, quand ils passent, il suffit qu'en cours ça aille pas, et quand ils passent, ils sont un peu énervés, la nourriture n'est pas bonne, même si elle est bonne. Donc il faut communiquer avec les parents. Donc je prends des photos avec l'appareil photo du collège, on met ça sur le site du collège. Mais moi j'ai un site Facebook où c'est juste pour présenter mes photos et la production, comment on fait par exemple une vraie purée, ou quand l'éleveur de veau arrive, qui est cette personne, comment est le produit, et je poste ça sur mon compte Facebook. C'est juste, tout le monde peut y accéder, hein. C'est juste pour là voilà des bulots. Souvent des bulots il n'y en a pas énormément, ou du poisson frais, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent dans la cuisine? Il y a des enfants, on a fait un atelier de cuisine avec des enfants de 6e. Le but c'était de faire des tuiles pour après l'argent vendu le lendemain, les petits sachets, ça soit pour une association, donc ils viennent. Et après le rapport avec l'enfant tout au long de l'année est complètement différent. Il y a ça, on invite les parents d'élèves à venir manger, n'importe quand. Et les parents d'élèves ont un autre regard, c'est pareil quand ils passent. Un jour il y a un parent d'élève qui m'a dit c'est votre pain qui est là? J'ai dit c'est le pain du boulanger, donc j'ai un boulanger qui donne le pain tous les matins à 10h30, donc il sort du fournil. Quand je suis arrivé, c'était un industriel, hein, c'était des cales de porte, c'était du pain qui était tout dur. Donc j'ai été voir les boulangers de ma commune, et je dis voilà, est-ce que vous pouvez me faire un petit pain de 80 grammes, en faire une grise, de manière à ce qu'ils aient moins faim. Donc ils m'ont fait des prix, j'ai eu 2 boulangers. Et puis quand j'ai changé le pain, il y a des enfants, je leur ai même pas dit que j'avais changé de pain, ils m'ont dit c'est le pain de la piscine. Parce que le boulanger travaille à côté de la piscine. Ils ont reconnu le pain sans que je leur dise, donc ils ont vraiment une demande du goût. Est-ce que quand même le pain, on sait que le pain c'est ce qui est gaspillé le plus? Est-ce qu'il y a des opérations autour du pain? Est-ce que tu fais attention? Le pain, donc il y a des pains, c'est des pains de 80 grammes. Donc, et puis au passage, il y a des pains que je coupe en deux. Ce qui fait qu'un 6e, s'il veut le pain, il peut prendre qu'un demi-pain. Si par exemple il y a un 3e ou un garçon qui veut plus du pain, il revient et je lui redonne un demi-pain. Mais il ne prend pas systématiquement 2 pains ou un pain et demi. Le but c'est qu'il revienne et qu'il le mange.